Les chiffres de Pôle emploi parlent d'eux-mêmes. En un mois, le taux de chômage des moins de 25 ans en Bourgogne a augmenté de 1,2%, malgré une baisse globale du nombre de demandeurs d'emploi en France. On reçoit toujours un peu plus de jeunes qu'à la même époque l'année dernière. À peu près 4500 jeunes durant les 5 derniers mois, et l'année dernière à pareille époque c'était 4000. Donc on n'a pas du tout cette tendance pour l'instant. Alors en règle générale, par rapport aux chiffres de Pôle emploi, on a un retard de 3 mois sur les évolutions qui peuvent se produire à Pôle emploi. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas du tout ce phénomène sur les jeunes qui fréquentent la mission locale. Autre problème pour les moins de 25 ans, la précarisation croissante des contrats de travail, dont la durée tend à s'amenuiser. La tendance actuelle, c'est qu'il y a de plus en plus de contrats à durée déterminée. On parle de 8 sur 10 contrats à durée déterminée, et souvent des contrats plus courts, c'est-à-dire de moins d'un mois. Donc la structure du travail tend à la précarité encore aujourd'hui. Mais pour signer un contrat de travail, quel qu'il soit, encore faut-il que le candidat sache se démarquer, prouver son savoir-faire et son ouverture d'esprit. Et pour ce dirigeant d'une société de communication dijonnaise, la famille a un rôle prépondérant à jouer dans l'employabilité. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est une personnalité. C'est un jeune qui va être dynamique, c'est un jeune qui va être créatif, c'est un jeune qui va apporter des choses à l'entreprise, c'est un jeune qui va savoir prendre des opportunités. C'est là où la famille est importante, c'est que la famille, elle est importante pour accompagner le jeune dans le développement de sa personnalité, faire quelqu'un de bien, mais aussi, c'est vrai, c'est son rôle, c'est d'aider à avoir des contacts, l'aider à se présenter, l'aider à l'encourager aussi quand c'est difficile. Autre levier pour l'emploi des jeunes, les contrats aidés. À Dijon, 430 contrats de ce type ont été signés sur les 515 prévus d'ici à la fin décembre. Le succès des poupées monstres ne se dément pas, les petites filles sont encore nombreuses à en avoir commandé pour Noël. Offrir une tablette tactile à son enfant est plus fréquent aussi, le choix des modèles s'est étendu et l'objet se décline même pour le très jeune âge. Une boule de poil bien connue a fait son retour parmi les meilleures ventes, mais le jouet qui fait fureur cette année, c'est cette poupée volante. Le produit est sympa en lui-même, ça s'apparente à du radiocommandé et c'est rare d'avoir une gamme spécialement pour les filles. Et là l'innovation c'est que l'objet suit vraiment la main de l'enfant, donc il y a vraiment un côté sympa qu'on n'a jamais eu avant sur un autre jouet. Dans cette enseigne spécialisée, la fin d'année est capitale. 2013 n'est pas une belle saison pour l'instant, le souci d'économie des clients impacte le chiffre d'affaires. On les voit surtout se diriger à travers le magasin via notre catalogue de jouets et des promotions qui se sont venues rajouter également, qui sont ciblées uniquement en magasin, sur lesquelles les clients s'arrêtent énormément. Des sondages prévoyaient en effet une baisse des dépenses de Noël. Le cabinet Deloitte, par exemple, prétend que les Français vont dépenser 530 € en moyenne, mais sans pénaliser les enfants pour autant. Le plus marquant pour cette professionnelle, c'est la fréquentation en dents de scie du magasin. On va faire de très belles journées, comme des week-ends très faibles. On a noté ça surtout sur la fin novembre, qui est habituellement assez fort. À l'heure actuelle, on ne se sent pas encore rentré dans Noël, dans l'euphorie des clients. Voilà. On attend toujours et je pense que ça ne va pas tarder. Plus réfléchis sur leurs dépenses, les parents seraient aussi nombreux à adopter l'achat en ligne. Dans ce magasin, on reste optimiste pour les semaines à venir. La moitié de la clientèle habituelle est attendue avant Noël. « 11 novembre 2010, les dégâts de l'incendie sont impressionnants. Dans la nuit, un feu s'est déclaré dans le local à poubelle. Les flammes ont vite fait de se propager. Le foyer abritait à l'époque des personnes sans domicile et des travailleurs étrangers. 7 résidents y sont restés et 50 sont grièvement blessés. L'enquête a vite mené vers ce jeune homme et son cousin qui habitaient eux-mêmes le bâtiment. Ils sont aujourd'hui accusés de destruction du bien d'autrui ayant entraîné la mort. Cet avocat vient plaider pour 22 victimes sénégalaises, dont 2 sont décédées. Il se dit un peu déçu par l'attitude des 2 accusés à l'ouverture de leur procès. Si on se fie simplement à l'instruction, ce que nous, avocats, nous connaissons de l'instruction, on a plutôt effectivement un Kukulinski malade au plan psychiatrique du terme et un Dos Reis plutôt flamboyant, ce qu'il n'est pas aujourd'hui dans le box. On a 2 personnes qui restent apathiques, chacune avec ses traits évidemment particuliers, ses caractéristiques particulières. Il ne transparaît pas d'émotion particulière. Chacun des accusés est assisté de 2 avocats et leur ligne de défense pourrait diverger.
Le procès doit permettre de déterminer leur part de responsabilité et leurs intentions exactes le soir des faits. Les victimes souhaitent aussi poser des questions à Adoma. L'organisme qui gérait le foyer est aujourd'hui partie civile. La rapidité de propagation de ce feu, la localisation des poubelles à cet endroit-là, il y a plein de questions sur ces sujets-là qui, me semble-t-il, sont des questions légitimes. Adoma peut les craindre, ça c'est à Adoma qu'il faut le demander, mais je pense qu'il n'y a pas rien à craindre, à comprendre ou à rechercher à comprendre, sans chercher des responsabilités qui, à ce jour, ne sont pas celles d'Adoma, mais simplement des deux incendiaires. Après le rappel de la procédure d'instruction ce matin, les jurés ont commencé à examiner la personnalité des accusés. Le procès devrait durer encore 2 semaines au moins. Dernière mise au point dans ce magasin d'optique sur le programme du week-end. Samedi, Alain reviendra costumé pour animer la boutique et participer à la collecte du Téléthon. Le magicien a prévu des numéros interactifs pour les clients. Leur faire participer à eux-mêmes à un petit tour de magie, qui soit bien au niveau des cartes, au niveau des cordes, au niveau des disparitions, apparitions, de façon de leur faire passer les éventuels temps d'attente en attendant d'être appareillés. Afin de récolter un maximum d'argent en un jour, l'équipe d'opticiens s'est également associée à une rencontre sportive. Un match de hockey donc, samedi soir à la patinoire, donc c'est le match de hockey de la Ligue et nous serons présents sur place où nous vendrons du vin chaud et des pâtisseries afin de récolter aussi des dons pour le Téléthon. La participation de ce commerce a rapporté plus de 5 000 € l'an dernier. En Côte d'Or, les volontaires sont très nombreux. 108 manifestations différentes se préparent, de la simple tombola au concours de pêche à la carpe. Les fonds seront destinés à la recherche fondamentale sur les maladies génétiques, mais pas uniquement. Nous avons ouvert cette année, au mois de juillet, le premier laboratoire à but non lucratif, le Généton, qui va fabriquer des médicaments pour justement commencer les traitements sur l'être humain. Donc ça, c'est une vraie avancée dont personne ne s'occupait. C'est une première française, c'est une première mondiale pour une association à but non lucratif. Nous avons aussi le côté social, bien évidemment, c'est-à-dire que nous sommes en train de bâtir un village que nous appelons village Répit-Famille dans le Jura, à Saint-Lupicin, donc pas très loin d'ici, qui permettra aux familles avec leurs enfants d'aller en vacances, entre guillemets, et puis les enfants sont pris en charge et les familles, les parents peuvent enfin se reposer une fois par an. L'an dernier, la collecte a atteint 300 000 € dans notre seul département, plus 400 000 € de dons par téléphone 3637. Au niveau national, plus de 88 millions d'euros avaient été récoltés en tout. Quel est le point commun entre les pharmaciens, les hôteliers-restaurateurs, les entrepreneurs des travaux publics et du bâtiment de Côte d'Or? Ils crient tous aujourd'hui leur colère face aux politiques menées actuellement en France. Leur premier problème, c'est une fiscalité appliquée aux entreprises qu'ils jugent excessivement lourde. La TVA aujourd'hui, effectivement, de 7 va passer à 10%, de 19,6 va passer à 20%. Le souci, c'est que d'avoir 100 lignes de conduite pour savoir la marche à suivre pour les mois et les années à venir, les entreprises sont frileuses, ne sachant pas à quelle sauce elles vont être mangées, quelles vont être dans l'avenir les différentes contraintes. On ne sait pas, il y a aujourd'hui, tout ça fait une certaine frilosité pour notre secteur d'activité. Autre exemple avec les pharmaciens. Le budget 2014 de la Sécurité sociale qui a été adopté mardi dernier prévoit 960 millions d'euros d'économies sur le médicament via plusieurs mesures. Des mesures dont se serait bien passée la profession alors que 6000 officines ont ou vont fermer leurs portes en France. On est vraiment en danger. Quoi qu'en disent les médias en général, on est vraiment en danger et c'est de pire en pire. Et ce nouveau PLFSS va continuer d'accroître vraiment ce creux dans lequel on est en train de tomber. Et je m'inquiète vraiment pour la profession, je m'inquiète pour la proximité de la profession. Des officines qui ferment, ça veut dire des commerces qui étaient ouverts du lundi au samedi non-stop qui ne le seront plus parce qu'il n'y en aura plus. Au-delà de points précis qui soulèvent la colère de chaque profession, l'indignation en Côte d'Or vise les hommes politiques de manière générale. Les patrons de TPE et PME estiment que les politiques locales et nationales relèvent presque de l'amateurisme. Ce qu'on attend de nos élus, c'est une vraie réflexion, une expertise, d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu provoque, mais on pourrait tous être élus. Tous les acteurs économiques, on pourrait tous avoir un mandat de conseiller régional, député, conseiller général, maire, sénateur, tout. On pourrait avoir. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous aujourd'hui? Ils n'ont pas cette différence, je veux dire, de compétences, de vraies compétences, de vraie expertise qu'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui a une vision pour son territoire.
Face à ce qu'ils jugent comme une errance de la politique économique, les entrepreneurs seront donc sur le pied de guerre mardi prochain.